On remarque à quel point le rôle aujourd'hui des plateformes et notamment de la modération est plus qu'importante. Récemment, en octobre-novembre, l'Union européenne a mis en place Digital Act Service. Donc il va, à partir de 2023, janvier 2023, les GAFAM vont devoir répondre à certaines choses en lien avec ce projet. Et en 2024, ce sera pour à l'ensemble des sites internet, des plateformes internet. Ça me semble assez important qu'on en parle aujourd'hui parce que l'objectif de ce titre, c'est de permettre d'avoir une meilleure régulation des propos haineux et des fausses informations sur les plateformes et notamment les réseaux sociaux, donc d'avoir une meilleure régulation, mais aussi de responsabiliser ces plateformes qui ont tendance à parfois un peu fermer les yeux et à dire que tout va bien et qu'elles font leur possible, comme on a pu le voir un peu plus tôt. Moi, je trouvais ça intéressant, alors Samuel ou Monsieur Hamadi, d'échanger un peu sur cette question. Qu'est-ce que ça va changer demain, ce Digital Act Service? Quel pourrait être l'impact réel, sachant que normalement, donc, si les plateformes ne répondent pas correctement, on va dire, en supprimant les contenus haineux, les fausses informations sur leur plateforme, ils auront donc 6% de leur chiffre d'affaires qui va être repris. Et si ça va encore beaucoup plus loin, potentiellement, ils seront interdits de territoire d'exercer sur le territoire européen. Mais est-ce qu'il y a une réalité? Est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? Je ne peux pas parler de l'avenir, hein, mais je peux vous parler des perspectives. Alors évidemment, l'objectif, c'est de remettre un cadrage autour de la prise de position, en tout cas, que peuvent avoir les GAMAM, puisqu'on n'est plus sur GAFAM, on est sur Facebook n'étant plus et Meta, donc les GAMAM. Et puis on s'est surtout rendu compte, et je crois que vous le voyez tous, qu'ils ont quand même une certaine liberté d'action sur laquelle on n'aura pas du tout de maîtrise, ni au niveau étatique, ni au niveau des particuliers. Donc le fait que la Commission européenne prenne cela en charge et impose donc des sanctions, ça donne quand même une bonne perspective sur l'avenir. Cependant, tout ne va pas se faire du jour au lendemain, et bien évidemment, même si on dit que pour janvier 2003, ça sera mis en place, oui, ça sera mis en place, on peut même dire que c'est déjà mis en place hein, depuis le mois de novembre. On se rend compte quand même qu'au niveau des modérations, ça s'améliore un peu. Je pense que c'est plus illusoire et peut-être plus une démonstration pour dire on vous suit, on est avec vous. Mais dans le fond, il va falloir beaucoup de travail parce que pour rendre illégal ce qui se passe dans la vie au quotidien, illégal aussi hors ligne et en ligne, il va falloir tout un panel de lois, un panel d'actions, un panel de sanctions à poser. Mais le point en tout cas important et positif, je crois qu'il faut en tirer, c'est qu'il y a une mobilisation quand même européenne pour protéger les utilisateurs. Et ça, c'est quand même un point d'entrée très important. Alors, on sait qu'on a une mobilisation française et que l'ARCOM aussi est sur ce sujet actif au quotidien et qu'on a beaucoup d'acteurs, dont ceux-ci présents, mobilisés en tout cas dans ce sens de protéger l'utilisateur. Mais c'est sûr qu'il va falloir encore, je pense, du temps. Et surtout qu'on a l'arrivée de nouvelles technologies telles les métaverses qui vont aussi bouleverser l'ensemble des actions que l'on va avoir, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou bien plus large, hein, sur tout le volet cyber. Il va falloir se donner du temps et préparer les réponses que l'on va avoir au collectif, je pense. Peut-être Samuel, un mot là-dessus. Juste pour rebondir, l'ARCOM, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Observatoire de la haine en ligne. Du coup, il travaille sur ces questions-là. C'est Non, l'ancien CSA. C'est le CSA. C'est l'autorité de régulation avec voilà, qui a fusionné. CSA et Adopi ont fusionné pour donner l'ARCOM depuis le 1er janvier. Non, moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est on va voir ce que ça va donner, hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas encore véritablement bien lancé. Moi, ce que je trouve intéressant dans le DSA, c'est que on a tendance toujours à dire que ces grandes sociétés nous méprisent peut-être parfois quand on est un État pris individuellement. Là, au moins, ils ont un interlocuteur qui n'est pas un petit interlocuteur. La Commission européenne, c'est pas rien, et ça représente un nombre d'États où on sent qu'il y a quand même des poids, voilà, 28 pays. Et c'est vrai que du coup, ça laisse à penser que
que cette espèce de pouvoir que peut-être ces grandes sociétés ont pris ces dernières années, il va falloir peut-être qu'elles y réfléchissent un petit peu mieux, parce que derrière, on en a parlé tout à l'heure, il y a des enjeux financiers, et que évidemment il faut qu'elles puissent répondre de leurs actes et de leurs décisions et de leurs choix stratégiques, notamment en termes de modération. Donc c'est vrai que c'est un projet ambitieux, c'est la première fois que les choses sont posées comme ça, donc on espère évidemment que ce n'est pas qu'un texte et qu'il y aura des applications réelles. Et puis voilà, en tout cas nous on espère que ça changera les choses. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la Commission européenne a toujours été un peu une espèce de précurseur dans la protection des utilisateurs sur Internet. Si le 3018 existe, c'est parce qu'il y a 14 ans, la Commission européenne a souhaité développer un consortium européen. On fait partie de ce consortium avec Tralalaire, et nous, on est la partie helpline. Il y a un centre de signalement également. Et le 3018 existe dans les 28 autres pays européens. Alors, il ne s'appelle pas le 3018, chaque pays a pris son propre nom. Mais en tout cas, voilà, la Commission européenne anticipe, je trouve, quand même pas mal les choses et met à disposition quand même des moyens qui sont pas petits, parce que le 3018, encore une fois, est multiplié dans tous les pays et ça demande des flux financiers importants. Donc voilà, attendons et on verra le résultat. Je voulais rajouter un petit truc. Moi, je suis un peu la vision un peu négative toujours. Bon, le DSA, c'est super important et je pense qu'il était temps pour que l'Union européenne se saisisse vraiment de la question. Je pense que c'est d'autant plus intéressant qu'il y a le DSA qui se conjugue avec la nouvelle directive de l'Union européenne qui est du coup les violences faites aux femmes et qui vraiment qui souligne les cyberviolences faites aux femmes et notamment la diffusion de contenu intime. Donc ça c'est très intéressant en ce qui nous concerne. Mais après voilà, moi je suis un petit peu inquiète concernant donc une application qu'on connaît tous, je crois, Telegram. Telegram, puisqu'aujourd'hui, l'autre jour, en fait, on était invité au Parlement européen, justement avec Stop Ficha, pour parler un petit peu de notre inquiétude vis-à-vis du DSA, de la nouvelle directive, et de qu'est-ce qui va être Telegram. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre problématique, c'est le fait que si Snapchat a commencé à réguler, Instagram un petit peu aussi après le confinement, en fait, les comptes Ficha ont massivement migré sur Telegram qui est aujourd'hui une zone de non-droit. Et en fait, ce qui est problématique, c'est qu'en plus de ça, c'est considéré comme une messagerie privée, alors que 200 000 membres sur un groupe, je ne sais pas si c'est vraiment privé. Et du coup, donc il y avait ça, il y avait aussi le fait que Telegram, est-ce qu'ils vont vraiment répondre aux enjeux de modération imposés par le DSA ? Est-ce qu'ils vont vraiment répondre aux sanctions financières ? Je ne sais pas, c'est une entreprise russe. Est-ce qu'ils vont avoir vraiment une autorité dans des pays de l'Union européenne ? Je ne sais pas. Et en fait, on n'est pas devin. On verra ce que ça va montrer. Mais moi, je m'inquiète un petit peu parce que j'ai peur que si Snapchat et Instagram commencent à modérer un peu plus, j'ai peur que Telegram devienne vraiment en fait, un foyer encore plus de cyberviolence en fait. Voilà, c'était le petit point que je voulais rajouter. Vous voulez rajouter ? Ouais. Ajouter un petit point. Concernant Telegram et bien d'autres applications, bien sûr, il y a un travail à faire beaucoup plus énorme, mais il serait bien de rappeler justement dans ces actions de la Commission européenne que Telegram a été condamné en Allemagne au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Donc il y a quand même des actions qui sont mises. C'est vrai que Telegram... il y a un énorme travail à faire avec un réseau qui est très crypté et très sécurisé aussi, à leur façon, très russe. Mais il y a des actions en tout cas qui sont portées depuis un moment, je pense, surtout au niveau de notre État, si on prend la CNIL, si on prend toutes les lois des RGPD. Pour moi, on est dans une continuité avec le DSA. On en vient toujours, l'objectif reste le même, c'est de protéger au maximum l'utilisateur. Et ça doit se faire sur toutes les plateformes. C'est pour ça que je précise qu'à mon avis, on n'a pas la réponse tout de suite, bien évidemment, on l'aura avec le temps. Mais il est important de prendre en compte qu'en France, en tout cas, l'utilisateur est ciblé en priorité. C'est celui qu'on doit protéger avant tout. Il y avait une chose aussi par rapport aux modérations, ça se passe toujours après que les contenus soient diffusés en ligne. Donc on parle de modération a posteriori. Parce qu'il y a justement une petite question à ceux et celles qui veulent se l'emparer ici, mais un souci justement du fait qu'on attende que les publications soient faites pour les supprimer, pour en faire quelque chose. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse aussi à quelque chose qui pourrait être mis en amont
pour un peu plus sensibiliser les personnes ou avoir quelque chose pour modérer encore plus des propos haineux, discriminants ou allant à des choses encore plus graves. Eh bien, merci pour cette question, qui est un espèce de mur dans lequel beaucoup de personnes s'emplafonnent, à mon avis. Alors, je donne mon avis. On voudrait souvent avoir de la modération très rapide et donc pas attendre le signalement, et donc c'est souvent ce qu'on délègue aux robots. Donc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc vous êtes spoilés, je pense que les robots ne sont pas la solution. Par contre, je pense que la prévention est la solution. Et donc, pour boucler avec les discussions de juste avant, moi je pense pas que des nouvelles lois au niveau de l'Union européenne vont solutionner les choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des lois donc, au niveau français, mais enfin on est 6e puissance mondiale, donc pardon d'avoir l'impression que quand même si on va voir les grands réseaux sociaux capitalistes en tapant du poing sur la table, en disant en fait ça s'arrête parce que sinon vous êtes dégagé du territoire, il se bougerait un petit peu. Enfin voilà, j'ai la croyance que si on montait le ton, il se calmerait. Et donc j'ai l'impression qu'en fait on ne monte pas le ton, alors que c'est déjà puni par la loi. En fait, il y a plein de choses. Voilà, le harcèlement, c'est puni par la loi, le sexisme, l'homophobie. Donc, c'est pas ça l'enjeu. Et donc, du coup, moi aussi, je verse dans le penchant négatif. En fait, j'ai l'impression que l'État ne met pas d'énergie à la prévention au niveau un peu systémique. Parce qu'il enlève des moyens à la justice. Et parce que, par exemple, les associations féministes qui demandent 1 milliard contre les violences sexistes et sexuelles, et dont une partie serait notamment l'éducation à la violence à tout âge, et notamment chez les enfants et les adolescents, qui, à mon avis, au vu de tout ce qu'on discute ici, aiderait tout de même à se rendre compte du coup de la violence qu'on propage en ligne et hors ligne, ce sont des revendications qui ne sont pas entendues. On n'a toujours pas le milliard contre les violences sexistes et sexuelles, et les moyens contre la justice sont déraisonnablement bas. Et donc, je suis pessimiste, du coup, et donc on pourrait se dire, ça va monter au niveau européen, et donc, du coup, ça va permettre des choses. Moi, je suis assez dubitative par rapport à ça, mais encore une fois, si je me trompe, tant mieux pour nous. Et donc, je pense que c'est ça, en fait, que la réponse, elle est politique sur de la prévention, et pas du tout au niveau numérique ou au niveau technique. Voilà. Merci. Là, on a parlé de l'Union européenne, mais je pense que c'est aussi important, avec Samuel, de parler du laboratoire de la protection de l'enfance en ligne qui vient tout juste d'être mis en place là, en novembre. Justement, quel est l'objectif de ce laboratoire ? Qu'est-ce que ça va apporter de plus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui au niveau de la protection des enfants en ligne ? Est-ce que notamment, il y aura un pan un peu plus sur les enfants de moins de 13 ans, comme on a pu le voir auparavant, et par rapport aux nombreuses recherches qui sont de plus en plus présentes sur ces plateformes. À l'âge de 11 ans, ils ont au moins un réseau social, un compte, et à l'âge de 12 ans, sur une autre étude du numérique, 70% des jeunes n'arrivent pas à se passer des plateformes, des réseaux sociaux, et vont souvent sur leur compte au moins une fois par jour. Donc qu'est-ce que ça va apporter ce laboratoire ? C'est une très bonne question. Alors, il faut quand même rappeler qu'il a été lancé il y a 15 jours, hein, donc on ne peut pas encore vraiment faire un bilan. C'est le président de la République qui a souhaité réunir un certain nombre d'acteurs, donc des associations, des plateformes, et toutes celles et ceux qui pourraient aider à réfléchir sur des actions innovantes, puisque le but d'un laboratoire, c'est de faire des tentatives, d'essayer de créer des choses qui n'existent pas encore. Franchement, je ne vais pas développer beaucoup ma réponse parce que voilà, il y a aussi des choses qui doivent se mettre en route, et j'ignore, pour être très clair, le détail de la façon dont les choses vont se mettre en place. En tout cas, voilà, il y a déjà, si on veut voir le côté un peu pessimiste, il y a une volonté qu'il y ait des choses qui se passent. Notamment, enfin, le président est décidé de faire bouger les choses sur un certain nombre de sujets en lien avec le numérique, et notamment l'exposition à la pornographie. On peut dire que depuis quelques années, il essaie de faire bouger les choses. Alors après, les résultats
chacun les évalue, hein, mais bon, voilà. Mais en tout cas, il y a en tout cas la volonté que les choses avancent. Donc le laboratoire, il aura cette vocation-là de peut-être faire un peu le bilan de ce qui a marché, de ce qui ne marche toujours pas. C'est vrai que sur l'exposition à la pornographie, on peut encore considérer qu'il y a trop de jeunes, pour ne pas dire la totalité, hein, puisque c'est très facile toujours, malgré ce que la justice a décidé, enfin ce que la justice n'a pas décidé, hein, normalement la loi a décidé qu'on devait rendre plus complexe l'accès des mineurs aux images pornographiques. Tout ce qui a été fait pour justement faire appliquer la loi, on ne peut pas vraiment dire que la justice ait joué le jeu et impose le respect de la loi, hein, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Comme on le disait tout à l'heure, là pour le coup les textes sont clairs, mais ça n'est pas mis en pratique, et c'est bien dommage parce que c'est autant de jeunes qui sont confrontés à des images auxquelles ils ne devraient pas avoir accès. Voilà, donc le laboratoire, j'ai envie de dire rendez-vous dans 6 mois, 1 an, et puis on verra comment les choses évoluent, mais en tout cas voilà, il y a une volonté au niveau de la présidence de pouvoir essayer de réfléchir à des choses nouvelles avec les acteurs qui peuvent nous aider à le faire. Donc on est membre, nous, de ce laboratoire, et on essaiera de contribuer à notre niveau. Juste avant de vous laisser la parole, j'ai vu que au sein de ce laboratoire, donc il y a aussi Facebook, Snapchat, Instagram. Quel est le rôle, quels sont vos échanges avec eux par rapport justement à la protection des jeunes, sachant qu'à un moment donné, il y aurait dû avoir, ils ont mis ça de côté, mais un Instagram pour les moins de 13 ans. Pour différentes raisons, ils ne l'ont pas fait justement par rapport à la protection de l'enfance. Justement, quel est le rôle aujourd'hui dans ce type de laboratoire encore une fois, c'est de pouvoir se dire que l'idée, c'est un laboratoire, pas un tribunal. Donc l'idée, c'est pas de dire ils sont responsables ou coupables, c'est de pouvoir peut-être leur faire part d'un certain nombre de dysfonctionnements, notamment sur la modération, on en a suffisamment parlé aujourd'hui. Nous-mêmes, on n'a pas attendu que le laboratoire soit mis en place pour aller dire j'étais tout à l'heure à l'Arcom avec un certain nombre de représentants justement de ces grosses sociétés pour un autre sujet sur la loi Studer et la loi sur les enfants influenceurs. On se parle. Tout à l'heure, je disais qu'on était tiers de confiance avec eux. Ils nous ont mis à disposition des outils pour faire des remontées de signalement. Et puis, quand c'est bien, on dit que c'est bien. Et puis, quand c'est pas bien, et on ne s'embête pas de le dire, dans les médias ou ailleurs, on peut leur dire aussi que voilà, qu'ils sont défaillants sur un certain nombre de choses, qu'il n'y a pas assez de modération, qu'il n'y a pas assez de moyens, que c'est pas assez rapide, que voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être dites, et je pense que leur présence dans le laboratoire, c'est aussi ça, c'est de pouvoir entendre par des associations de terrain comme nous, qui sommes confrontés à leurs victimes, hein, à leurs utilisateurs, à leurs clients, de pouvoir leur dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut être plus performant sur un certain nombre de choses. Donc ne pas les inclure dans le laboratoire, c'est faire comme si ils ne pouvaient pas aider à eux-mêmes faire progresser leurs propres outils. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les entendre aussi nous dire qu'est-ce qu'ils sont capables de mettre en œuvre, que ce soit au niveau financier, au niveau humain, au niveau volonté politique en interne, et de réfléchir ensemble. Encore une fois, les travaux ne sont pas encore véritablement lancés, donc je répondrai à la question dans quelques mois peut-être si on se revoit. Oui, je voulais réagir. C'est vrai qu'on est un peu surpris de cette création, de ce laboratoire, étant donné qu'il existe déjà auprès de l'Arcom une direction de la régulation des plateformes numériques. Donc on se demande en quoi il était nécessaire d'avoir une instance politique, puisqu'elle est proche du président de la République, pour travailler sur ces questions. Donc ça fait un peu doublon, alors que comme l'a dit la représentante de Mastodon, on a besoin d'argent pour des actions concrètes sur le terrain. Il y a aussi la question du lien avec la recherche. Nous menons plusieurs projets de recherche qui nous permettent d'être en lien avec, de rencontrer des jeunes qui ne sont pas seulement des victimes, mais qui peuvent, à l'occasion donc d'une réflexion sur leurs pratiques numériques, nous expliquer quelles sont les failles, très concrètement, de la modération, de la régulation. Donc on a besoin, à mon avis, de ça, de faire des remontées sur la manière dont les plateformes mettent en place
ces dispositifs. Moi, je voulais réagir aussi sur le fait de savoir, est-ce que c'est dans le numérique qu'on va trouver une solution régulant davantage le numérique, ou est-ce que c'est dans la société? On a compris que c'était tissé ensemble. Je veux dire, on est dans une société, transition numérique, c'est ça, c'est les relations sociales sont tissées à la fois de hors ligne et de en ligne, et donc effectivement, on a besoin d'une multiplicité d'actions. On a besoin d'actions de régulation. On aurait besoin que la justice aide à appliquer la loi. La question de l'accès des jeunes à la pornographie, par exemple, c'est un problème important. C'est quel type de représentation des relations entre les sexes on propose aux jeunes. Donc la pornographie, c'est essentiellement des programmes qui combinent, qui confondent violence et sexualité. Donc comment peut-on à la fois laisser l'accès des plus jeunes à ces programmes pratiquement sans aucune barrière et imaginer qu'on est en train de créer, enfin de produire ensemble une jeunesse ou d'éduquer une jeunesse à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Donc on demande à la société de faire en permanence un travail de résistance face aux images les plus mainstream, les plus diffusées, etc. Mais il n'y a pas que la pornographie. Je veux dire, moi, ça fait très longtemps que je considère que les émissions de télé-réalité, peut-être pas toutes, mais la plupart, sont au cœur d'une école du harcèlement. C'est-à-dire, elles apprennent aux jeunes que c'est amusant et qu'en plus, on peut gagner une cagnotte, un peu comme les réseaux sociaux, on peut gagner des cagnottes à force de dire du mal de son prochain, de trahir ses copains d'équipe, etc. Donc, c'est un ensemble, c'est forcément, comment dire, un travail éducatif qui est énorme parce qu'on demande aussi à l'école et aux parents d'éduquer les enfants pour comment dire, faire la différence en permanence entre les représentations divertissantes qui sont proposées et puis les modèles de comportement, en tout cas les comportements que l'on souhaite voir se développer entre les individus. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est fait par les jeunes. Ils font bien la différence, enfin pas tous, mais il y en a quand même une majorité qui font bien la différence entre les images et puis la manière dont on doit se comporter. Mais le fait que les violences interindividuelles augmentent, c'est pas extrêmement étonnant. Et donc du coup, c'est des problèmes de régulation globale. C'est des questions aussi de comment on peut, à l'école, construire une réflexivité sur les pratiques, une réflexivité sur les images qui sont regardées, et aussi apprendre le droit, parce que le droit, c'est utile, pas seulement devant les tribunaux, c'est utile si tous les enfants, filles et garçons, comprennent que, effectivement, sur le web, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est dit peut être d'abord capté, peut être screené, peut être récupéré et peut donner lieu à des sanctions qui sont sérieuses. Je veux dire, le droit, c'est aussi ça, c'est aussi l'apprentissage du droit qui peut permettre de calmer un peu toutes ces pulsions agressives qui sont extrêmement stimulées, comme vous l'avez dit, par les plateformes numériques, par leur modèle d'affaires, par les médias traditionnels qui ont aussi une bonne part de stimulation dans ce domaine. Donc le travail éducatif, il est très important. Il est très important. Puis aussi, on parlait un peu plus tôt de l'éducation aux médias et à l'information au sein des établissements scolaires. Il y a quelque chose qui ressort aussi dans l'observatoire, mais que je pense tous et toutes qui faisons des interventions en milieu scolaire, on peut se rendre compte, c'est que les jeunes ont très peu de cours en réalité sur ces questions-là. Il y a très peu de choses qui sont menées dans les établissements scolaires en lien avec l'éducation aux médias, même s'il y a des interventions, il y a des associations qui viennent pour sensibiliser, prévenir les jeunes, mais sur des temps assez courts. Et on sait très bien que 1 heure, 2 heures, 3 heures auprès d'un établissement scolaire, auprès d'une classe, c'est important, mais c'est pas assez, parce qu'on est là pour faire germer une petite graine durant les 3 heures d'intervention auprès de ces jeunes, ou auprès des parents si on fait aussi des interventions. Mais le travail se fait aussi en amont et après ces interventions. Donc comment aussi accompagner les établissements scolaires, les enseignants sur ces questions, mais aussi comment, justement on parlait des ambassadeurs tout à l'heure, comment faire en sorte que les jeunes soient ambassadeurs au sein de leur établissement scolaire, mais soient aussi ambassadeurs citoyens
dans la vie de tous les jours, dans n'importe quelle situation ils peuvent se trouver, être ambassadeurs de ces questions-là auprès de leur père, auprès de leur famille. Donc c'est vrai que c'est assez important la prévention et l'éducation aux médias, à l'information. Et je pense qu'on est tous assez d'accord sur le fait qu'il en faudrait peut-être encore plus aujourd'hui dans les établissements scolaires, et pas seulement auprès des jeunes, parce que certes, ce sont les plus touchés. Bon, on est tous et toutes touchés, peu importe l'âge, sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours face à ce type de violence, que ce soit témoin, ou aussi, on parle très peu, là, on n'a pas du tout parlé du rôle des harceleurs. Mais les harceleurs aussi, c'est important aussi de parler de ces personnes qui potentiellement parfois ont déjà été victimes aussi de violences en ligne et par la suite deviennent harceleurs ou harceleuses aussi dans la manière dont on peut agir, par exemple en tant que témoin. Si demain on a un ami, une amie qui est harcelée, on va vouloir parfois défendre cette personne, mais aussi à quel moment nos actions pour défendre notre ami peuvent parfois aller, sans faire exprès, du côté du harcèlement, pour défendre cette personne. Mais il y a aussi toutes ces questions-là qui sont assez importantes. Il y a une étude qui est sortie en 2021 de Ipsos et de l'association féministe contre le cyberharcèlement, qui est très intéressante, je vous conseille d'aller la voir. Donc les Français et le cyberharcèlement, et dans cette étude, il y a une liste non exhaustive de leviers qui paraissent importants aujourd'hui pour les Français, pour lutter contre le cyberharcèlement. Alors je vais vous donner un peu la liste des points les plus importants, les plus saillants qui ressortent. Il y a la suspension automatique des comptes qui enfreignent les règles sur les plateformes des réseaux sociaux, renforcer la prévention dès le plus jeune âge et les informer de leurs droits sur Internet. Donc là revient les questions d'éducation aux médias et à l'information. Rendre plus visible aussi le 3018, numéro d'urgence. Simplifier les procédures de dépôt de plainte et former les personnels de police, qui est quelque chose de très important, puisque de nombreuses affaires ont été démontrées que des personnes qui ont été harcelées, que ce soit dans la vie dite réelle, on va dire plutôt hors ligne, parce que réel, ce n'est pas vraiment... Enfin, bref, c'est encore autre chose. Et en ligne, démontre que lorsque des personnes portent plainte, elles font face à des personnes qui ne sont pas forcément formées pour prendre ce type de plainte sur Internet ou hors ligne. Donc simplifier les procédures des dépôts et lever l'anonymat et les pseudonymes sur les réseaux sociaux. Ces différents leviers donc, qui paraissent aujourd'hui importants pour les Français, j'aimerais bien que chacun et chacune puisse un peu intervenir sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces leviers ? Et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en plus aujourd'hui en place pour lutter contre le cyberharcèlement à différents niveaux, et que tout le monde puisse aussi, en tant que citoyenne, puisse jouer un rôle là-dessus ? J'ai accaparé le micro, donc je pense que j'étais déjà prêt. Bien au sens global, alors pour reprendre l'ensemble de tout ce qui a été posé, l'EMI, ce n'est pas un temps de formation, mais c'est bien sûr la totalité de la scolarité des enfants, tout comme le programme PIX ou d'autres programmes qui sont mis par nos partenaires. Et ce qui est important, c'est que l'éducation aux médias et à l'information, de toute façon, ne se limite pas à l'école. Et c'est là où il va falloir plus travailler, c'est qu'il faut un cadrage en fait global. Ça peut être partout, ça peut être un tour au cinéma et puis une mauvaise pub qui passe et l'interprétation que l'on a autour, ça peut être une sortie à l'extérieur, une pub sur l'arrêt de bus et comment on la comprend, comment on l'interprète. Donc l'éducation aux médias et l'information, ça doit être quelque chose de global et qui doit concerner tout le monde, autant les familles que la scolarité. Donc là-dessus, oui, s'il doit y avoir des leviers, je pense que déjà cette partie-là serait un bon levier à avoir, à bien former nos jeunes, à les aider à comprendre, à améliorer surtout aussi les compétences psychosociales, les relations que l'on a entre les personnes, et ne pas oublier que derrière, que du moins l'univers cyber ou l'espace cyber n'est qu'un outil, et qu'il s'agit bien de personnes humaines derrière. Et c'est auprès de ces personnes-là qu'on doit faire le travail. C'est recréer ces liens que l'on a les uns vis-à-vis des autres, réapprendre à mieux communiquer les uns vis-à-vis des autres, et prendre soin les uns vis-à-vis des autres au quotidien, je pense. Et si on active plus ces leviers-là, c'est sûrement sur cette entrée-là qu'on améliorera en fait les conditions qu'on aura sur les réseaux, qui ne seront vraiment qu'un outil
Il va falloir aussi cadrer, bien sûr, parce que comme dans tout, dans la vie, au quotidien, il y a le respect, le non-respect des règles. Mais au moins de poser ce cadre, c'est très important. Ouais. Je me permets de prendre la parole maintenant parce que je pense que ça va résonner avec la proposition qui vient d'être faite et les points qui viennent d'être soulignés. Depuis quelques années, avec un collectif de chercheurs et de chercheuses, on développe une méthode qui s'appelle la sémiotique sociale, donc, qui est portée en outre par Alexandra Samer, Nolwenn Tréondard et moi-même. Et on vient de publier un ouvrage qui parle de ces questions, de comment est-ce que dans un cadre universitaire, mais aussi dans des maisons de retraite, par exemple, on va créer des ateliers de co-interprétation. Donc ce sont des espaces de délibération à partir d'images de presse, par exemple, de manifestants, ou d'interfaces, donc le site web de BFM ou l'interface de Netflix, mais aussi à partir de vidéos, de séries. On a réalisé par exemple une discussion avec les étudiants du CELSA, avec Sébastien Apiotti, autour d'une vidéo dans laquelle était centrale Maëva Guénam. Donc c'est une vidéo qu'elle a postée sur Instagram, vous en avez certainement entendu parler, où elle explique qu'elle a pu rajeunir son vagin grâce à son chirurgien esthétique. Et ça, du coup, c'est le type d'étude de cas qu'on va pouvoir saisir, qu'on va diffuser dans le cadre d'un cours ou, comme je vous disais, dans une maison de retraite ou peu importe, avec un collectif. Et à partir de ce texte, on va ouvrir une délibération. Vers quoi est-ce qu'il nous renvoie? Donc ça, c'est une première chose, c'est élaborer des hypothèses interprétatives. Selon nous, qu'est-ce que c'est? Par exemple, cette vidéo de Maëva Guénam, ça peut être le signe d'une irresponsabilité des influenceurs ou de leurs agences ou des GAFAM, mais ça peut être aussi le signe de croyances pédocriminelles qui sont naturalisées dans la sphère publique. Et donc, à partir de ces discussions, une fois qu'on a émis des hypothèses interprétatives, l'idée, c'est d'essayer de remonter vers ce qui sous-tend la production de ces hypothèses. Donc, quelles sont les croyances, les connaissances, mais aussi les schémas d'appartenance que j'ai mobilisés pour en arriver à l'idée que cette vidéo de Maëva Guénam est, par exemple, un contenu qui promeut la pédocriminalité. Et donc, l'idée, ça va être ensuite, ensemble, comme je vous l'ai dit, d'identifier ces hypothèses, de remonter vers les grammaires de reconnaissance qui sous-tendent la formulation de ces hypothèses. Et pourquoi pas même, et là, c'est des terrains que j'essaye d'explorer en ce moment depuis 2 ans, pourquoi même essayer de réfléchir à comment ce processus interprétatif, il agit aussi avec nos émotions et nos corps. Et ça me semble vraiment très important d'identifier ces émotions qui sont fabriquées aussi à partir de nos expériences avec le numérique. Et dans ce cadre, on a développé en collaboratif avec Nolwenn Tréondard et plein d'autres personnes un jeu dédié aux enseignants et à destination des lycéens, mais en fait on peut l'utiliser avec d'autres publics, qui s'appelle Semiocity, qui est édité par Hachette et qui va sortir prochainement. Et ce jeu, il a justement pour vocation de s'interroger sur les images, notamment aussi les images qui sont en circulation sur les réseaux sociaux numériques, afin d'engager ce processus réflexif avec les publics qui vont y jouer. Et je suis ravie de savoir que grâce à des événements comme aujourd'hui, mais aussi ces initiatives dans ce projet Semiocity qui a impliqué le Clémy également, de voir qu'il y a un dialogue entre les services publics, les militants, les professionnels, les enseignants, les élèves. Voilà. Merci. Bon, je pense que je vais répondre. Merci. Alors, jette un coup d'œil de nouveau aux revendications. Je pense que pour ce qui est de renforcer la prévention dès le plus jeune âge et les informer de leurs droits sur Internet, je pense que ça, pour moi, ça écho avec la circulaire qui existe depuis Mathusalem 2003 et qui n'a jamais été mise en place, tout simplement, qui est partiellement mise en place dans certains établissements scolaires, mais qui peine à être appliquée. Et en fait, il faut vraiment l'inclure. Et je me rappelle qu'en 2018, donc suite à MeToo, il y a Marlène Schiappa qui a voulu le remettre en place, je m'en souviens, en septembre. Et en fait, elle s'était mangé un cyberharcèlement, encore une fois, une rafale de haine sur les réseaux sociaux. Et puis, en fait, tout plein de gens qui disaient mais vous voulez sexualiser nos enfants, mais on ne comprend pas, mais qu'est-ce que c'est que ça, non à la circulaire que Schiappa veut mettre en place. Et en fait, je pense que de ce côté-là, il y a un vrai travail à faire de transparence, en fait, de rassurer l'opinion publique et de le rassurer pour lui dire qu'en fait, non, on ne va pas venir sexualiser vos enfants, ou bien non, vraiment essayer de les rassurer pour ensuite vraiment mettre en place cette circulaire. Et en fait, nous, avec Stop Chien, on porte cette demande qui est dans cette circulaire, en fait, elle date de 2003. Il
faut venir la réactualiser. En plus de réellement la mettre en place, il faut la réactualiser. Et du coup, inclure la dimension numérique de nos relations sociaux et de fait inclure ce qui concerne le consentement en ligne et du coup les cyberviolences sexistes et sexuelles, mais aussi les représentations qu'on peut voir par exemple sur les réseaux sociaux. Et voilà, après, il y a un volet justice, simplifier les procédures de dépôt de plainte et former le personnel de police. Moi, je pense que c'est compliqué parce qu'il y a tout le système judiciaire qui est à réformer. En réalité, c'est la demande qui est portée par les associations féministes depuis, encore une fois, des années et des années et des années. Et en fait, je pense qu'il est vraiment temps de faire une réforme du système judiciaire, puisque, en fait, on a cette image, on a l'image qu'il faut déposer plainte et ensuite c'est bon, c'est fait. Il y a une enquête qui se met en place et puis on a une réponse. C'est faux. La réalité est que la plupart des victimes qui déposent plainte en commissariat auprès du procureur, en fait, sont dans un vide, sont dans pas de nouvelles, pas de réponse. Et en fait, on leur dit d'attendre, sauf que des fois, ça dure des années. Et des fois, finalement, il y a juste un classement sans suite qui apparaît un peu du jour au lendemain. Et donc, je pense qu'au-delà de simplifier les procédures de dépôt de plainte et former le personnel de police, qui est extrêmement important, et c'est aussi une des demandes qu'on a avec l'ASSO, il faut changer le système judiciaire. Enfin, ça devient urgent quand on voit les mouvements militants, les féministes qui sont dans la rue. Enfin, il y a un moment où voilà, on est obligé de s'y adapter. Et lever l'anonymat et les pseudonymes sur les réseaux sociaux, je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'en réalité, il y a tout un discours sur l'anonymat et je pense qu'il y a aussi à déconstruire, c'est que finalement sur Internet, il y a peu de personnes qui sont réellement anonymes, quoi. Enfin, à la fin de la journée, on est tous reliés à une adresse mail, un numéro de téléphone. Voilà, maintenant, ce qu'il faut davantage, c'est qu'aussi que le système judiciaire, que les plateformes travaillent davantage avec le système judiciaire, par exemple. Parce que dire ça sert à rien de déposer plainte, tu connais pas qui c'est un anonyme sur Internet, c'est un discours qui est faux. Voilà. Et puis après, il y a plein d'autres demandes. Je dirais une de nos demandes vraiment qui est centrale, c'est Pharos. On en a peu parlé, mais Pharos, c'est la police numérique pour celles et ceux qui ne savent pas. Enfin, l'équivalent de la police numérique. Et en fait, c'est un service public, un bien public, sauf que la réalité est qu'il y a un énorme manque de transparence. Encore une fois, il y a un manque de transparence. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas combien ils sont exactement. On sait qu'ils sont soit une vingtaine, soit une centaine. 18. Combien ? 18, je crois. 18, voilà. Sauf que j'ai l'impression que le chiffre, il change. À chaque fois, j'entends d'autres chiffres, mais bon. c'est fou. Mais du coup, 18. Et finalement, tout ça pour le territoire français, je trouve ça assez fou, quoi. Comment vous voulez vous occuper de tous les signalements de tous les Français si vous êtes que 18 ? Et ça, c'est une demande qu'on porte, plus de transparence pour Pharos, des signalements qui correspondent en fait aux infractions qui existent dans la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit aux victimes de se tourner vers Pharos pour faire des signalements en ligne, puisque c'est la police numérique, sauf que le problème, c'est qu'on voit plein d'infractions, mais finalement que très peu en ce qui concerne les cyberviolences, notamment à caractère sexiste et sexuel. Par exemple, imaginons demain je suis victime de diffusion de contenu intime, il n'y a aucune case qui marque « je signale mon contenu pour diffusion de contenu intime ». À la place, je vais pouvoir mettre « mise en danger d'autrui », enfin « mise en danger de moi ». Quoi. Et voilà, et du coup, bien évidemment, augmenter le personnel de Pharos. Et voilà, notamment avec le DSA qui arrive, je pense que c'est essentiel de se focaliser sur Pharos. Voilà, je pense qu'il y a tellement d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Ah oui. On parlait, là c'est un peu revenu sur les modérations, mais aussi les personnes qui modèrent les contenus aujourd'hui sur les plateformes, elles sont aussi confrontées aux propos haineux, confrontées aux images violentes toute la journée, à devoir regarder et savoir un peu comment les signaler, les supprimer. On en parle très peu aussi de ces personnes qui sont face à ces contenus, qui sont pas non plus consentis à les voir de manière... c'est leur travail, mais c'est pas eux qui ont choisi de faire face à ce type de contenu parfois extrêmement violent. J'aimerais juste avant un peu de clôturer cette table ronde, qu'on en parle un peu de ces personnes. Alors je sais pas qui... Maïtani, si vous voulez bien en parler un petit peu. Oui, moi je veux bien. Alors du coup... Moi, mon cas, c'est que c'est volontaire de faire de la modération, donc du coup, c'est un peu différent. Mais ce que ça me permet de faire, c'est de me rendre compte de ce que c'est que de modérer du contenu en ligne et de ce que ça serait de le faire dans les conditions où sont les modérateurs des réseaux sociaux capitalistes. Donc, par exemple, j'ai fait 1 heure de modération il y a 3 jours, ce qui m'était pas arrivé depuis
un bon paquet de temps, parce que puisque on vire les fachos, autant vous dire qu'en fait ça dégage beaucoup de temps de travail potentiel. Mais donc j'ai fait une heure de modération et on s'est rendu compte qu'on en était à peu près 6 minutes par signalement de temps de gestion. Ce temps, les modérateurs des grands réseaux sociaux capitalistes, ils l'ont pas en fait. Il faut qu'ils enchaînent le plus vite possible les gestions de signalement. Ce qui leur permet pas de trouver du contexte et ce qui leur permet pas aussi c'est pas vraiment de prendre du recul, mais en fait quand on est confronté à un contenu violent, de prendre le temps de souffler en fait et pour prendre le temps d'absorber cette vague de violence qui est potentiellement hyper élevée. Moi, quand j'ai commencé à faire de la modération, les copains m'ont dit peut-être que tu seras confronté à des images pédocriminelles. Voilà, ça met dans l'ambiance tout de suite, quoi. On se dit bon, c'est sympa. Alors ça m'est pas arrivé, mais enfin bon, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Et donc les modérateurs des réseaux sociaux capitalistes, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le droit de discuter entre collègues. Et ils n'ont pas de cadre pour gérer leurs problèmes psychologiques. Donc, alors, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais le peu de documentaires que j'ai vu sur le sujet, les personnes, en fait, au bout d'un moment, elles démissionnent parce qu'elles sont juste complètement brisées psychologiquement, et ensuite, elles se traînent cette violence qu'elles ont subie à répétition pendant des années. Je ne sais pas si ensuite le suivi psychologique permet de libérer ça, mais voilà, c'est vraiment grave. Et donc, pour boucler un petit peu avec juste les revendications d'avant, en fait, ce qui est possible, si jamais on avait... Donc, je m'inscris dans tout ce qui a été dit. Je pense qu'il faut une éducation aux enjeux sur la violence. Il faut des moyens pour la justice. Il faut les moyens pour le milliard pour les violences sexistes et sexuelles pour éduquer tout le monde. Mais il faut aussi une éducation aux enjeux du numérique. Et donc, pas que au décryptage des images. Quand je dis aux enjeux du numérique, c'est comment ça fonctionne un outil numérique, comment ça fonctionne un réseau social. Quand je vous dis que ça peut vous influencer, est-ce que les personnes ici le savent? Est-ce que tout le monde le sait? Est-ce que quand on va sur Twitter, on sait qu'on peut être influencé? Et de la même façon, quelles sont les alternatives numériques qui existent, qui ne sont pas des alternatives capitalistes, qui sont posées sur un modèle plus horizontal, où la modération est mieux faite? Qui les connaît? Et en fait, de les connaître, ça rend les possibilités bien plus tangibles. Et donc de se dire, en fait, c'est pas les réseaux sociaux, il y a des problèmes de modération. Non, c'est pas ça, en fait. Il y a des réseaux sociaux capitalistes où il y a des problèmes de modération. Et il y a des réseaux sociaux alternatifs où la modération est bien faite. Et donc il y a possibilité aussi de dire à tous ces grands réseaux sociaux qui disent « Ah, mais vraiment, on n'a pas le choix de montrer du doigt les autres. » Non, mais attendez, eux, ils y arrivent, en fait. Ils ont moins de moyens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enjeu? Et donc, moi, par exemple, je suis modératrice, je me porte bien, j'ai pas beaucoup de boulot et pourtant, c'est pas lié au nombre d'utilisateurs. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a un décrochage comme ça? C'est de se poser les questions collectivement pour que collectivement, on puisse avoir la discussion et ensuite, potentiellement, monter au créneau parce qu'on estimera, en ayant la discussion démocratiquement, que ce qui se passe, c'est pas normal et qu'un autre monde est possible. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes souhaitent... Oui, peut-être rapidement sur la modération. Ce qu'on sait, c'est que... comment dire, ce qui nous incite pas à l'optimisme, c'est que la solution, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de modération, avoir de la modération en langue française pour ce qui nous concerne, et avec des modérateurs qui soient aussi non seulement francophones, mais aussi qui connaissent bien la culture française. Or, on va à l'inverse. On va vers la suppression de la modération et le remplacement par des machines, notamment parce que, effectivement, le travail de modération, c'est aussi une souffrance, je veux dire, pour les personnes qui ont ce travail à faire. Donc, c'est vrai que c'est plus... ça peut paraître plus simple de passer par des machines, sauf que passer par des machines, c'est aussi s'exposer à plein d'autres problèmes, notamment de malentendus. Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes photographes qui sont très agacés par la censure d'Instagram qui va censurer certaines formes de nudité qui sont parfois des nudités militantes, mais qui en revanche va laisser faire la promotion de sites pornographiques par des représentations de nudité très érotisées.
Donc voilà, et donc là, comment est-ce qu'on peut... là, on n'est pas sur des choses qui soient exactement des problèmes qu'on pourrait aller signaler ni à Pharos, ni au 3018, parce que c'est des questions d'éditorialisation. Hein. Ces entreprises considèrent qu'elles sont des entreprises privées et que donc les espaces publics qu'elles proposent ne sont pas des espaces publics, mais sont des espaces privés sur lesquels elles font respecter leur éditorialisation. Sauf que si on est dans la logique de l'éditorialisation, à ce moment-là, la modération devrait être beaucoup plus fine. Et ce que je voulais juste ajouter aussi, c'est qu'aux États-Unis, Meta a été obligé de mettre des moyens, et notamment des moyens assurantiels, pour tous les modérateurs états-uniens, donc afin de couvrir les risques psychosociaux qui sont associés au fait de faire de la modération. Mais ce sont des contrats qui ont été réservés aux modérateurs états-uniens et donc qui ne valent pas pour les modérateurs philippins ou autres qui sont extrêmement importants et qu'on a vu dans un certain nombre de documentaires, The Cleaners notamment sur Arte ou d'autres. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un enjeu là, moi je trouve qu'il y a un enjeu politique que, me semble-t-il, les Allemands ont mieux défendu que les Français en demandant des modérateurs à Meta, des modérateurs, parce que Meta c'est Facebook, mais c'est aussi Instagram, c'est aussi WhatsApp, des modérateurs de langue, de langue française au minimum, et de culture française si possible. Et donc ça là-dessus, je trouve qu'on s'est assez mal défendu. Quant à dire qu'on puisse avoir des solutions radicales, c'est absolument impossible, parce qu'aujourd'hui, tout le tissu économique, tout le tissu industriel, tout le tissu commercial est entièrement, mêle complètement les grands opérateurs GAFAM et puis ou GAMAM et le tissu industriel national ou européen. Donc donc la réalité, c'est qu'il faut à la fois favoriser dès qu'on le peut, hein, des solutions alternatives, en tout cas les faire connaître au niveau de l'éducation nationale ou de l'université, mais en même temps, on est obligé de dire qu'il faut aussi continuer à peser très sérieusement sur ces grandes entreprises multinationales qui nous offrent ces services et qui donc ont des comptes à rendre aussi à la hauteur des services qu'elles offrent et surtout des bénéfices et de la valorisation financière, comme vous l'avez dit, qu'elles opèrent. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole Peut-être dans la salle. Je voudrais préciser un point tout de même qui est important. On parlait de Pharos par exemple tout à l'heure, qui ne traite pas les violences sexistes et sexuelles. Il faut peut-être rappeler à tout le monde que l'urgence de toute façon sur une situation c'est le 17. Ne pas oublier ça. Qu'aujourd'hui on ait quand même des actions qui puissent être entreprises par les forces de police directement en ligne, c'est super. Et effectivement peut-être qu'il faudrait plus de critères et donc plus de temps de formation. On sait qu'au niveau police, ils ont augmenté leur temps de formation de leur personnel pour pouvoir proposer plus de personnel et plus de ressources. Je pense que de toute façon, dans la plupart des ministères, on essaie de rajouter plus de personnel, plus de ressources formées pour pouvoir répondre aux problématiques qui se posent. Donc, est-ce que le travail attendu, c'est juste au niveau des modérateurs? Avoir plus de modérateurs, ça va peut-être freiner des choses. Mais ce qu'il nous faut en priorité, c'est surtout pouvoir le plus encadrer et apprendre, en tout cas, aux utilisateurs à mieux utiliser, moins rencontrer, moins s'exposer, du moins, aux problématiques qui sont posées sur les réseaux ou autres. Juste, là, je veux réagir, excusez-moi, je veux réagir. Parce qu'il faut faire très attention à une chose, c'est que ce ne sont pas les victimes qui sont responsables des agressions qu'elles subissent. Ça, c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui... Non, mais juste parce que on pourrait entendre ça. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les victimes de violences numériques, elles sont victimes d'une double injustice. D'une part, la souffrance qu'elles reçoivent, et ensuite le fait que la société, dans son ensemble, les institutions notamment, mais pas seulement, les pères, etc., hein, l'entourage, a tendance à culpabiliser les victimes. Donc, c'est pour ça que c'est important de reconnaître la responsabilité des plateformes, parce que c'est elles qui peuvent stopper, enfin, c'est notamment elles qui peuvent couper les comptes des agresseurs, etc. Mais
Le problème, c'est tout ce qui est infrajuridique, c'est-à-dire toutes ces petites violences qui ne sont pas toujours considérées comme des violences illégales et donc sur lesquelles les plateformes ne vont pas pouvoir forcément agir et qui néanmoins participent de ce climat qui est perçu par les personnes comme violentes. Donc je crois que c'est très très important de ne pas penser que ce sont les comportements des personnes qui s'exposent. Moi je parle avec beaucoup de jeunes qui me disent, et alors les filles notamment, mais pas seulement, hein, disent, c'est pas, voilà, si on est trop jolie, c'est ceci, si on est trop soi-disant moche, c'est cela, si on a telle couleur de peau, c'est ceci, si on a telle couleur de cheveux, c'est cela. Je veux dire, ce ne sont pas forcément des conduites imprudentes, c'est ça que je veux dire, qui conduisent à des violences. Non, ce sont des personnes qui vont transgresser des règles de civilité qu'il faut leur rappeler, voilà. Et le travail éducatif, il est très lourd parce que le nombre de transgressions et l'excitation, la stimulation des transgressions est très importante. Mais du coup, les plateformes, c'est normal de les considérer comme évidemment absolument responsables du niveau de violence qui se situe sur leurs espaces. Pour moi, il n'y a même pas de question là-dessus, mais c'est pour ça que j'emploie le terme d'utilisateur et non pas de victime. Parce que ça concerne l'ensemble au global. Et le point, en tout cas, important que l'on a en France, et c'est pour ça que je le précisais tout à l'heure, qui est très bien, c'est qu'on est sur la protection des utilisateurs. Et la responsabilité, donc, des plateformes est à inclure, contrairement au modèle américain, justement, dont vous parlez, où la plateforme n'a pas la responsabilité, mais l'utilisateur, lui, est en responsabilité. Donc, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure bien sur le point de protection des utilisateurs en priorité. Et la protection, il faut déjà, pour ça, que les personnes sachent à quoi elles s'exposent, quels sont les risques qu'elles peuvent rencontrer, et qu'elles soient victimes ou agresseurs. C'est pour ça que j'emploie plus le terme d'utilisateur. Et plus les utilisateurs sont informés de ce à quoi ils s'exposent, des risques qu'il peut y avoir, et plus on pourra freiner les mauvaises actions ou essayer d'encadrer, en tout cas essayer d'endiguer les phénomènes. Ça n'empêchera pas à côté d'avoir des sanctions vis-à-vis des plateformes, et du moins le DSA, c'est cet objectif-là, c'est ce que j'appuyais tout à l'heure. Je vais rajouter un dernier truc. Bien sûr. Quand vous parliez de Pharos, tout à l'heure, vous avez dit, ouais, si on est victime de violences sexuelles, c'est pas sur Pharos, il faut appeler le 17 directement. Je sais pas si alors, c'est pas le terme, je précisais qu'il serait bien, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, d'avoir des personnes formées qui pourront répondre. Mais ce que je voulais dire, c'est que Pharos a déjà des entrées qu'on n'avait pas avant. On n'avait que le 17. Donc ça devient des ressources supplémentaires. Et on espère qu'il y aura plus de personnes formées avec le temps qui pourront justement permettre à l'ensemble d'avoir une réaction plus importante. Nous, on a eu à utiliser Pharos à certains moments, dont récemment pour une situation de tentative de suicide. Et on a eu une réaction très rapide et on en était plutôt satisfait. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Et bien sûr que, comme pour tout le reste, il faut améliorer de toute façon nos process et former plus de personnes à pouvoir accompagner et aider au quotidien. Mais effectivement, d'avoir déjà cette ressource entre le temps où on a signalé et le temps où la police est intervenue chez la personne, on n'a pas eu plus d'1 heure. C'est quand même extraordinaire. Et s'il me fallait descendre, aller au commissariat, j'aurais perdu du temps. Et peut-être qu'au téléphone, je n'aurais pas été pris tout de suite non plus. Donc c'est pour ça que je voulais appuyer sur le fait que c'est quelque chose d'important d'avoir cet accès-là. Et effectivement, si on peut avoir plus de personnes formées sur les différentes problématiques que l'on rencontre en ligne, c'est l'objectif, enfin le souhait de tous, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent et présente pour discuter de la lutte contre le cyberharcèlement. C'est pas fini et on voit qu'il y a encore beaucoup de débats autour. Et tant mieux, parce que ça montre aussi qu'il y a des choses qui doivent bouger et qu'on a envie que ça bouge aussi, qu'on n'ait pas envie de rester comme ça aujourd'hui. Merci aux personnes qui étaient ici et puis en espérant vous revoir autre part pour continuer un peu cette lutte contre le cyberharcèlement. Merci. Merci beaucoup.